Mes chers collègues, merci de votre présence. Nous allons commencer l'audition de Monsieur le ministre qui devra nous quitter à 18h15, mais ça nous donne quand même un laps de temps relativement important pour que nous puissions lui poser l'ensemble des questions que nous souhaitions. Et nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, et de l'économie sociale et solidaire. Donc je regarde en même temps Jean-Jacques, qui a donc en charge aussi ce sujet dans le groupe d'études et de travail. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette enceinte de la Commission des affaires économiques. Nous souhaitions vous accueillir depuis un certain temps. On n'a pas pu le faire au moment du projet de loi de finances. Et vous étiez sur notre shortlist pour qu'on puisse vous inviter à cette audition dès la reprise de nos travaux parlementaires depuis le début du mois de janvier. Donc j'aimerais tout d'abord vous interroger sur la question hautement sensible du pouvoir d'achat, qui est une des préoccupations centrales de nos concitoyens. En effet, même si la consommation a un peu repris fin 2025, l'inflation des produits alimentaires des dernières années pèse encore lourd sur les ménages, car les prix n'ont pas reflué. De l'autre côté, les demandes d'augmentation des producteurs, notamment au regard de la crise agricole, ne sont pas illégitimes. Comment, dès lors, selon vous, concilier la défense du pouvoir d'achat avec les dispositifs issus des lois Egalim qui, en matière de formation des prix, ont plutôt des effets inflationnistes? Dans un second temps, j'aimerais vous interroger plus spécifiquement sur nos PME et leur situation à court ou moyen terme. Quelles sont aujourd'hui vos priorités pour renforcer leur compétitivité, notamment face à la hausse des coûts de production, au resserrement des conditions d'octroi de crédit, à l'instabilité des prix de l'énergie et aux lourdeurs administratives? À moins brève échéance, la question de la transmission des entreprises, que nous avons identifiée comme un point critique, devient plus pressante avec le vieillissement des dirigeants. Quelles évolutions des dispositifs existants, comme le pacte Dutreil ou des mécanismes d'accompagnement à la reprise, envisagez-vous, Monsieur le ministre, pour assurer le mieux possible le passage de témoins entre générations? Je voudrais enfin aborder la transformation du commerce. Nous allons recevoir demain Frédéric Merlin, président et cofondateur de la Société des grands magasins, propriétaire du BHV, et Quentin Ruffat, directeur des relations extérieures et porte-parole de Chine en France, dans le cadre de nos travaux sur la décommercialisation que nous allons lancer rapidement dans la foulée de l'audition de demain à travers une mission d'information et une mission de contrôle, c'est-à-dire la transformation structurelle du commerce induite par l'apparition des grandes plateformes en ligne et leurs impacts. En tant que professionnel du secteur, comment envisagez-vous ce sujet? Le commerce de proximité est-il condamné à être désintermédié? Comment peut-il lutter et comment le gouvernement peut-il l'aider à se transformer? S'agissant du commerce en ligne, l'entrée en vigueur du Digital Markets Act et du Digital Services Act ont ouvert de nouvelles perspectives de régulation. Comment entendez-vous utiliser ces instruments pour lutter contre la concurrence déloyale, contre la fraude à la TVA et le non-respect des normes sociales et environnementales? Plus spécifiquement, le lendemain de l'ouverture à Paris au sein du BHV de la première enseigne physique Chine du monde, le 5 novembre 2025, vous aviez déclaré que les contrôles opérés par nos gendarmes, nos douaniers et par la DGCCRF conduisaient à un taux de 8 articles sur 10 qui sont non conformes à la législation et à la réglementation française. Néanmoins, le 19 décembre dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de l'État de suspendre la plateforme Chine pendant 3 mois. Quel bilan tirez-vous des actions entreprises par le gouvernement? Estimez-vous disposer des moyens de lutter contre ces plateformes numériques étrangères? Comment entendez-vous donc plus largement garantir une concurrence équitable entre les commerces physiques et les plateformes numériques,
notamment sur les plans fiscal, social et environnemental. Et puis je me permettrai, Monsieur le ministre, de rajouter un dernier point, qui est la réforme des titres restaurants. Elle avait été annoncée en 2025 par votre prédécesseur, par Madame Véronique Louwagie, à travers, à l'époque, un projet de loi qui devait être tourné vers la simplification, vers la dématérialisation ou encore la consommation, avec la pérennisation des titres pour des achats non consommables qui pourraient immédiatement être utilisés pour acheter tous les types de produits alimentaires. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà travaillé sur ce sujet, mais je sais que c'est fortement attendu. Et est-ce que, éventuellement, on pourrait en savoir plus sur cette réforme, si elle est effectivement, comme l'avait annoncé votre prédécesseur, toujours dans les tuyaux et potentiellement si elle peut être engagée, et si, d'ores et déjà, vous aviez un calendrier de cette réforme. Voilà, Monsieur le ministre, je vous laisse bien volontiers la parole en vous remerciant encore d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Et ensuite, nous ouvrirons les questions à l'ensemble des commissaires ici présents. Monsieur le ministre, je vous cède la parole bien volontiers. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant votre commission. Madame la Présidente, les questions que vous venez de formuler, qui sont très complètes, dans votre propos liminaire, appellent des réponses précises, car les enjeux sont en effet de taille, et je vais m'y attacher point par point. Première question que vous posez, c'est la question de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. C'est une attente forte, c'est une priorité quotidienne pour les Français, et c'est naturellement, bien sûr, la priorité, une grande priorité pour le gouvernement, au point que pour la première fois, cela figure d'ailleurs dans l'intitulé d'un ministère. Mais le sujet est complexe et nous sommes face à des paradoxes. Les consommateurs veulent acheter au meilleur prix et les producteurs, eux, doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Comment concilier à la fois les prix bas et le juste prix? Les consommateurs veulent aussi des produits sûrs, de qualité, qui ne mettent pas en danger leur santé. Comment concilier ce qui est bon pour le porte-monnaie et ce qui est bon pour la santé et aussi, bien sûr, pour l'environnement. Dans un contexte d'incertitude, les Français aussi aspirent à épargner, à se protéger. Comment traduire une augmentation des revenus par une augmentation de la consommation? Ces difficultés, je les connais, le gouvernement les connaît, elles sont au cœur de notre action. C'est pourquoi je souhaite vous présenter aujourd'hui la manière dont mon ministère s'est mobilisé sur ce sujet, qui est par nature transversal et qui appelle des réponses à la fois économiques, mais aussi des réponses sociales. Alors, premièrement, soutenir le pouvoir d'achat, c'est d'abord une chose simple, c'est augmenter les revenus. Le pouvoir d'achat pose la question du niveau des rémunérations. C'est une question centrale et c'est sur ce terrain que nous allons et que nous avons voulu agir immédiatement. C'est ainsi que, dans sa feuille de route, dans la proposition de budget, le gouvernement a ainsi décidé de proposer en 2026 une augmentation de la prime d'activité de 50 € par mois pour près de 3 millions de ménages gagnant entre 1 et 1,4 fois le SMIC. C'est un coup de pouce direct. Ça fait à peu près en moyenne donc 600 € par an. À cela s'ajoutent dans le PLF 2026 d'autres mesures ciblées. Pour les jeunes, le repas universitaire à 1 € et une fiscalité des ménages qui sera préservée, puisque là, aucune augmentation de la fiscalité pour les ménages. Donc on a bien un budget qui est tourné vers le pouvoir d'achat. Mais nous devons aussi avoir conscience d'un fait important. Les Français épargnent davantage qu'ils ne consomment. Nous détenons même le taux d'épargne le plus élevé d'Europe. On est à pratiquement 20%. Ce qui est anormal. On devrait, en vitesse de croisière, être aux alentours de 15 ou 16%. Donc on voit bien qu'il y a des économies de précaution qui manquent à la consommation. Redonner du pouvoir d'achat, c'est aussi
redonner de la confiance et de la visibilité aux Français pour que cette épargne de précaution ne soit plus tant nécessaire. Et, dans tous les cas, pas aussi excessive. J'ai donc proposé une mesure que je qualifierais de mesure de liberté. Que les salariés puissent débloquer une partie de leur épargne salariale en cash pour faire face à leurs besoins de consommation. Alors, il se trouve que, concomitamment, les députés ont déposé une proposition de loi qui concourt aux mêmes objectifs. Nous travaillons maintenant sur les paramètres pour que cette mesure puisse donner rapidement, là, dès le début de l'année, vraiment dès que le budget passe et voté, nous allons nous mettre sur ce sujet pour qu'il y ait une possibilité d'augmenter le pouvoir d'achat en toute liberté des salariés qui le souhaitent, et en particulier des salariés les plus modestes. Derrière cette mesure, j'ai une conviction forte que je souhaite aussi partager avec vous. La valeur créée doit être mieux partagée. C'est aussi une condition pour réconcilier les salariés avec leur entreprise, pour redonner du sens à l'engagement et au travail. C'est pourquoi nous voulons diffuser et simplifier les outils de partage de la valeur, intéressement, participation, prime de partage, en particulier dans les PME, voire dans les TPE qui en sont éloignées, puisqu'aujourd'hui, sur les entreprises de moins de 50 emplois, il y a pas plus de 10% des entreprises qui ont un contrat d'intéressement. Mais soutenir le pouvoir d'achat, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est aussi agir sur les prix. L'an dernier, le pouvoir d'achat a progressé de 0,8%. Alors je sais que ce n'est pas le ressenti, mais c'est quand même la réalité. Et pourtant, beaucoup de Français n'en ont pas eu le sentiment. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent d'abord, ce qu'ils regardent d'abord, ce sont les prix dans les supermarchés, là où ils vont plusieurs fois par semaine. Or, les prix dans l'alimentation ont augmenté de 1,7% sur l'année en moyenne, avec des fortes disparités. Là, pour l'instant, à aujourd'hui, en ce début d'année, on est par contre à une inflation en moyenne qui est en dessous les 1%. Enfin, quand je regarde quand même des catégories de produits comme le café, les chocolats notamment, la viande aussi, on est dans des augmentations qui sont plus fortes. Mais il y a aussi des baisses. Donc là, on est en stabilité, on est à moins de 1%. En ce moment se joue une partie cruciale, les négociations commerciales entre les industriels et les fournisseurs, et que je suis de très près. Que vous connaissez bien. Et que je connais bien. Voilà, j'ai rencontré hier, j'étais au comité de suivi des relations commerciales. Donc il y a une charte qui a été signée fin décembre par les fournisseurs et les distributeurs et qui instaure des règles de bonnes pratiques partagées. Et surtout, elle a permis de mieux prendre en compte la fragilité de nos PME, avec l'avancement de la fin des négociations les concernant. Alors, nous ferons un bilan complet à la fin de la campagne en 2026, mais d'ores et déjà, je peux vous dire, il y a 80% des PME, c'est-à-dire qui ont un accord. Et donc, c'est quand même déjà, c'est des choses qui n'existaient pas de cette manière-là l'année dernière. Donc, la charte, de ce point de vue-là, fonctionne. Donc, hier, comme je vous disais, se tenait un comité de suivi des négociations commerciales qui a permis de faire un premier bilan d'étape en ce qui concerne les prix qui s'appliqueront dans la grande distribution dans les 12 prochains mois. Ces discussions, elles s'inscrivent dans un cadre juridique qui, malgré ses limites, reste essentiel. Je pense notamment à la sanctuarisation de la matière première agricole qui permet la construction d'un prix en marche avant, ce qui est essentiel à mes yeux. Je peux vous dire, je vais y attacher beaucoup, beaucoup d'importance. J'ai été l'auteur du rapport Egalim et il se trouve que maintenant, les services de la DGCCRF font partie de mes services et je vais veiller à ce que l'accord pour le monde agricole soit vraiment respectueux des lois Egalim. Et on le peut. J'entends ici ou là que Egalim, ça marche moyennement. Je peux vous dire heureusement qu'on a mis en place Egalim. Les matières premières agricoles, je crains juste que les marchés mondiaux, actuellement je pense au lait notamment,
soit plus comment dirais-je, en prix à la baisse. Il faut savoir, aujourd'hui, le prix du lait payé aux agriculteurs est à 47 centimes, par exemple. Il est en Allemagne à 37 centimes. Voilà. Donc ça veut dire on tient bon, nous, là, dans le pays, parce qu'on a pris des dispositions. Mais malheureusement, je crains beaucoup pour le secteur laitier, parce que ça risque d'aller jusqu'en France, ces cours mondiaux. Donc je vais être très attentif à Egalim. Et je sais combien le Sénat est attentif à ce sujet. Et je veux saluer le travail d'enquête que les sénateurs mènent en ce moment même sur la formation des prix. Travail indispensable pour éclairer le débat public et tirer un vrai bilan en toute transparence pour toutes les parties prenantes. Je pense aussi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tous les cas je pousse pour qu'on y arrive, que la pluriannualité sera la meilleure façon de sortir d'un rapport de force parfois destructeur. Les négos annuels comme ça dans le rapport de force, ça détruit de la valeur à long terme. Et nous devons penser justement au temps long. Et à cet égard, c'est un enjeu essentiel qui s'impose lorsque nous réfléchissons à l'avenir de nos PME. Il faudra renforcer les investissements productifs, augmenter les CAPEX dans les PME pour leur permettre de gagner en compétitivité. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions. Pour leur permettre d'engager une transformation durable de leur outil de production. Cela signifie produire de manière plus décarbonée, recourir à des matières premières et se débarrasser des substances qu'on appelle controversées, qui sont responsables parfois de ce qu'on appelle la malbouffe, et intégrer pleinement les exigences environnementales sans jamais renoncer à la compétitivité et à la qualité. Pour ça, il faut de la visibilité pour se lancer dans ces investissements. J'en viens maintenant au sujet évoqué dans votre propos liminaire, Madame la Présidente. Les enjeux auxquels font face nos PME et la transformation du commerce aussi, bien sûr. Et je voudrais répondre à vos interrogations en développant 2 axes de ma stratégie. Le premier, c'est un axe défensif. Défendre l'économie de proximité. L'économie, rappelons-nous, c'est une histoire de maison. C'est le sens même du mot. L'économie, c'est du local, une production locale, une consommation locale qui se rencontre dans un commerce de proximité, une boutique de centre-ville, le magasin du coin, pourrait-on dire. Or, aujourd'hui, cette économie du quotidien, elle est confrontée à 2 menaces majeures. La première vient de l'étranger et plus largement d'une mondialisation dérégulée. Je pense notamment aux plateformes étrangères qui exercent une concurrence manifestement déloyale, en France d'ailleurs comme en Europe. Les faits sont là, les résultats publiés le mois dernier par la DGCCRF sont sans appel. Sur les plateformes, tous les tests que nous avons faits, sur les jouets, c'était ce test récent, 90% des jouets contrôlés étaient non conformes et 60% étaient dangereux, en particulier parmi les produits à bas prix originaires d'Asie. Il s'agit à la fois d'un enjeu de sécurité, d'un enjeu de concurrence déloyale et d'un enjeu de survie pour notre commerce, pour nos commerces de proximité. Nous avons engagé il y a quelques semaines un bras de fer clair avec l'une d'entre elles, vous y avez fait référence, Madame la Présidente, Shine, après la découverte sur la plateforme de produits gravement illicites, des produits pédopornographiques, des armes, des médicaments. Face à cela, notre ligne est simple, sanctionner et bloquer concrètement. Alors, cela passe par un dispositif qui est le suivant. Des actions judiciaires et pénales. Il y a une audience qui est en appel. Et je suis assez optimiste qu'on a des bons arguments en appel. Elle est prévue le 5 février 2026, devant le tribunal judiciaire de Paris, pouvant conduire à la suspension de la plateforme. On a des actions administratives qui sont fondées sur le code de la consommation. Parce que, comme je l'ai évoqué, il y a une systémique dans la non-conformité des produits vendus sur ces plateformes.
Et il doit y avoir, de mon point de vue, une responsabilité à ceux qui mettent en marché sur ces plateformes. C'est le gros sujet, le vrai sujet. Et bien sûr, aussi une mobilisation européenne indispensable face à des acteurs qui contournent nos règles. On a mobilisé de ce point de vue-là d'autres pays qui nous ont suivis et on avance. J'ai eu un premier rendez-vous qui commence à porter ses fruits. Nous devons y retourner pour voir notamment au motif d'une consommation qui ne respecte pas le consommateur. Et sous cet angle-là, on va continuer à se battre. Et je sais que votre commission porte le même combat et que vous aurez l'occasion d'interroger demain, vous y avez fait référence, Madame la Présidente, Monsieur Merlin, dans cette salle, et donc les représentants de Chine, qui, à mon avis, ont des difficultés. Hein ? Moi, je suis plus entre nous inquiet. Bon, il y a le BHV à Paris, c'est une chose. Enfin, à Paris, il y a une ville avec du monde. Je ne sais pas ce qu'il pourra faire si il est obligé de changer sa stratégie commerciale. Je suis plus inquiet pour les anciennes Galeries Lafayette de province. Les 6 magasins. Alors, c'est aussi dans cet esprit que nous avons une proposition d'une taxe sur les petits colis qui recueille une majorité dans cette Assemblée et prend tout son sens. Elle vise à rééquilibrer les règles du jeu. Donc nous espérons la mettre en place dès le mois de juillet. Donc 2 € par catégorie de colis, auquel s'ajoutera, on aura peut-être l'occasion d'en parler, la taxe au niveau européen sur la douane, les droits de douane à partir du 1er euro, ce qui ferait une taxe de 5 € puisque on additionnera les deux. Donc là, ça commence à se voir parce que la moyenne du prix des articles dans ces colis, me dit-on, c'est 3,33 €. Donc ça se verra. La seconde menace est plus diffuse, mais tout aussi préoccupante. Elle vient de l'intérieur. À la crise d'une mondialisation dérégulée s'ajoute aujourd'hui une crise de la transmission. Dans les 10 prochaines années, près de 500 000 entreprises devront trouver un repreneur, un nouveau patron. Derrière ce chiffre, ce sont des emplois, des savoir-faire et souvent des commerces de centre-ville qui sont en jeu. Je pense notamment aux boulangers que j'ai rencontrés à ce sujet. Comment empêcher cette crise ? Une mission reprise a été lancée pour lever des freins et proposer des solutions efficaces. Nous agissons aussi sur des outils fiscaux, avec le pacte Dutreil, qui reste un levier essentiel pour faciliter la transmission des entreprises familiales dans un cadre sécurisé. Nous voulons encourager davantage la transmission aux salariés. Plus en plus, les salariés reprennent les entreprises. C'est d'ailleurs un point de stabilité lorsque c'est possible, parce que ce sont souvent eux qui connaissent le mieux l'entreprise, ses clients et son territoire. Et une attention particulière est aussi portée au commerce de centre-ville à travers une mission spécifique. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Enfin, il nous faut avancer sur la prévention des défaillances. Nous sollicitons l'ensemble des acteurs pour que des engagements concrets soient pris sur le terrain. Cette prévention des défaillances passe également par la diminution des retards de paiement entre les entreprises. Et justement, nous attendons l'examen de la proposition de loi du sénateur Rietmann qui va dans le bon sens, puisque ça concerne 20 000 entreprises et pour un coût de 15 milliards, c'est quand même pas rien. Donc ça vaut le coup vraiment d'être sur ce sujet-là. Un deuxième axe offensif, produire en France. Alors là, je suis sur le ballon. Faire du Made in France à un prix imbattable. Le combat ici, c'est gagner la bataille des volumes. Parce que, évidemment, produire en France, c'est souvent de la niche. Nous sommes en retard par rapport à nos voisins allemands ou italiens. Pour rattraper ce retard, il faut moderniser nos outils de production, les automatiser et optimiser nos chaînes. Il faut acheter des robots. L'objectif est simple, baisser les coûts de production pour que le Made in France soit compétitif et que nos entreprises puissent proposer des prix
imbattable tout en maintenant la qualité. C'est possible. C'est possible, j'en ai des preuves. Et je les ai amenées avec moi. Vous avez amené un robot? Ah ben, vendredi dernier, mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, j'étais dans l'Oise pour visiter une entreprise qui s'appelle la Brosserie Française. Et donc là, on est vraiment dans le quotidien des gens. Et vous allez voir, et alors, à la Brosserie Française, c'est la stratégie de la brosse à dents. Et ça, c'est la reconquête symbolique. Parce que moi, j'ai été complètement admiratif. Voilà un cas concret. Vous permettez que j'en parle une seconde? Mais bien sûr. Je sors un peu. Eh bien, il fait, donc cette entreprise, la Brosserie Française, elle faisait la brosse à dents de niche, un peu haut de gamme, et travaillait pour Fabre, etc. Voilà. Bleu, blanc, rouge en plus. Hein, bleu, blanc. Voilà, voilà. Et il en faisait pas beaucoup. Et ça marchait pas beaucoup. Bleu, blanc, rouge. Et il s'est dit, bah, je vais tenter le volume. Donc il a acheté des machines-outils, des robots, en Belgique, donc en Europe. Et il a, après, sur ces machines-outils, il y a ce qu'on appelle les formes. Donc c'est le cœur du savoir-faire, qui sont pour injecter le plastique. L'entreprise est à Beauvais. Et ce sont des ingénieurs, des start-up à Beauvais qui ont fabriqué sur place, à proximité, les formes qui avec la machine-outil, permettent de produire quasi sans main-d'œuvre, ou alors la main-d'œuvre, elle pilote les machines, hein, donc ça, c'est une main-d'œuvre qui fait un travail différent. Hein. Eh bien, c'est gagné. Il produit cette brosse à dents, quand vous l'achetez à l'unité, elle vaut 90 centimes d'euros. Quand vous l'achetez par 4, elle vaut 75 centimes d'euros. Il est rendu à 5% de part de marché en France. La grande distribution l'a référencé et il a développé ses ventes. Aujourd'hui, il est à 1 250 000 brosses à dents fabriquées en France avec des machines-outils européennes et selon des techniques équivalentes à celles utilisées en Chine. Et j'ai plein d'exemples comme ça. On est capable de faire des jeans dans le Nord et qui sont vendus à moins de 40 euros. On fait des vélos à Machecoul en Loire-Atlantique. On fait à La Roche-sur-Yon des vélos aussi pour tous les parcs de vélos dans les villes et qui sont moins chers qu'en Chine. On en fait dans le Nord. On fait des t-shirts à 7 euros le slip français qui sont en région parisienne. Donc on peut reconquérir. Mais il faut qu'on ait des PME parce qu'on a le tissu des PME les plus importantes d'Europe. Sauf qu'elles sont les moins bien dotées en fonds propres. Donc on a un problème parce qu'on a aussi les plus grandes banques d'Europe. Et quand je regarde par rapport à l'Italie et par rapport à l'Italie et par exemple par rapport à l'Allemagne, on s'aperçoit qu'il y a plus de TI. Pourquoi il y a plus de TI? Parce qu'ils ont plus de fonds propres durables. Ce n'est pas que des prêts. C'est les banques investissent en quasi-fonds propres. Et donc ça leur permet de mettre des CAPEX, d'investir en productivité dans des machines-outils et donc d'être plus performants. Donc il faut qu'on ait un plan de reconquête sur le Made in France accessible, qui soit dans le quotidien des gens. Et mes amis, on le peut. Et donc moi, je vais vraiment pousser dans mon ministère pour qu'on puisse être des accélérateurs de cette stratégie. Et gagner la bataille des prix, c'est aussi réduire le coût des normes. Non mais on a une loi hein, ensemble. Simplif. Il y a une CMP en cours. J'espère qu'on va y arriver. Hein. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Bon, pour simplifier, simplif. C'est l'objectif du projet de loi de simplification qui a connu un parcours parlementaire compliqué et qui doit en ce moment même faire l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en CMP. Madame la Présidente, je prends le point aussi des titres restaurants que vous avez évoqués en fin de propos. Pour les titres restaurants, donc l'objectif c'est fin de l'année 2026, puisque l'accord ou la loi demandait à être prolongée
ou revue. Nous ferons une proposition avant l'été. Cette proposition, elle vise en tous les cas, le gouvernement va regarder, j'ai commencé à recevoir ceux qui gèrent les titres restaurants, donc avec le taux de commission. Donc ça, c'est quelque chose à regarder, parce que c'est pas rien, hein, c'est commissions qui sont aux alentours de 4%. Deuxièmement, il y a la dématérialisation, hein, puisque ça doit passer par la loi. Alors aujourd'hui, beaucoup de titres sont dématérialisés, mais il en reste. Donc il faut qu'on aille au bout de cette dématérialisation. Et après, il y aura un débat sur le titre restaurant ou le titre repas. Oui. Moi, je suis plutôt pour mais il y aura débat, le titre repas, c'est-à-dire que ça serve au pouvoir d'achat. Hein. Et il y a une discussion avec les restaurateurs qui voudraient évidemment que le titre restaurant ne serve qu'à la restauration. Et certains d'entre eux sont prêts à un compromis. En tous les cas, ça serait intéressant de poser le débat. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons la même priorité, défendre nos territoires, défendre cette économie, je sais qu'elle vous est chère, cette économie de proximité qui constitue le socle de l'avenir économique de notre pays. Cette priorité guide concrètement mon action et je peux vous assurer que j'y travaille pleinement, avec détermination, en lien étroit avec les acteurs de terrain et bien sûr les parlementaires. Et donc je suis ici aujourd'hui pour échanger franchement avec vous, écouter vos idées et répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et on voit que vous êtes quelqu'un qui est un homme de terrain. Et c'est important aussi qu'on ait des ministres qui ont une véritable expérience comme vous l'avez. Donc on va prendre, si vous le voulez bien, les questions. Elles sont nombreuses, je pense très variées aussi. Et on les prend 3 par 3 afin que vous puissiez répondre à ces lots de questions. Alors on commence avec Sylviane Noël, qui est en plus notre rapporteure pour avis sur le budget tourisme et de l'artisanat et du commerce. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aimerais vous interroger sur 2 points. Premier point, depuis plusieurs mois, les élus des communes touristiques s'inquiètent du projet de recentralisation du recouvrement de la taxe de séjour par l'administration fiscale nationale. Cette orientation évoquée par la Direction générale des finances publiques lors du dernier congrès de l'ANET, si elle était poursuivie, marquerait un recul préoccupant de la décentralisation en retirant aux communes et intercommunalités la gestion d'un outil fiscal qui relève légitimement de leurs compétences. Je rappelle en effet que cette taxe, affectée exclusivement au développement touristique, joue un rôle déterminant dans le maintien de la qualité de l'offre touristique et dans l'attractivité de nos territoires. Le dispositif actuel est fondé sur une gestion locale et il a démontré son efficacité. Il repose sur une proximité entre les élus, les hébergeurs, les offices du tourisme et il permet d'adapter les politiques touristiques aux spécificités de chaque territoire. La perspective d'une recentralisation ferait perdre cette souplesse et risquerait inévitablement de compromettre la cohérence des stratégies locales. Je souhaiterais donc pouvoir vous entendre sur ce point en espérant que vous puissiez nous annoncer que le gouvernement a renoncé à ce funeste projet. Deuxième sujet, également lié au tourisme, dans le PLF 2026 figure la réforme du réseau d'Atout France. Notre agence de développement touristique pourrait fusionner avec Business France à moyen terme, mais pour l'heure, on s'en tient à prévoir la mutualisation de leur réseau à l'étranger. Or, si les 2 opérateurs peuvent partager des objectifs communs, il ne faudrait pas que cette réforme rapide emporte des conséquences néfastes sur le secteur du tourisme en France. Comment entendez-vous assurer que la réorganisation de ces 2 réseaux n'aura pas d'impact négatif? Je vous remercie. Merci Sylviane. Alors on passe de ce côté avec Jean-Jacques Michaud, et on vous le disait, qui est plus particulièrement sur tout ce qui est économie sociale et solidaire. Jean-Jacques. Tout à fait, Madame la Présidente. Merci. Et Monsieur le Ministre, effectivement, en tant que présidente du groupe d'études sénatoriales sur l'économie sociale et solidaire, je regrette que l'ESS ne soit pas totalement nommé dans votre intitulé ministériel, mais bon, ce n'est qu'un symbole, mais les symboles, c'est aussi important quand même. Voilà, Monsieur le Ministre a vite fait de le préciser, puisqu'effectivement, dans l'intitulé, je m'étais arrêté à pouvoir d'achat. Tout à fait.
Parce que vous le savez, le SS représente 2,6 millions d'emplois en France, 10% de l'emploi salarié, voire 25% dans le territoire rural. La proposition de budget était un véritable assèchement de l'ESS avec une baisse du budget de 40% par rapport à 2025. Et vous venez de le dire dans votre propos introductif, la reprise d'entreprise par les salariés, souvent en scope, est souvent, parfois, une solution pour que ces entreprises ne disparaissent pas. Mais ce type de reprise se heurte souvent à la difficulté pour les salariés d'avoir les moyens pour racheter l'entreprise. Et donc, Monsieur le ministre, est-ce que vous allez mettre en place des dispositifs de prêt pour que ces entreprises puissent perdurer? Et plus globalement, je voudrais vous interroger sur le devenir et la stratégie de l'ESS. Et donc, dernière intervention pour cette série de 3 questions. Franck Menonville. Franck. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. J'ai 2 questions. La première, c'est sur la taxe petit colis, inspirée par notre rapport de la délégation aux entreprises conduite avec ma collègue Anne-Marie Nédélec. Nous avions voté un amendement donc, portant la taxe à 5 €. Le gouvernement l'a diminué à 2 €. Je voudrais savoir un peu ce que vous comptez faire pour protéger. Vous l'avez un peu esquissé, mais peut-être compléter en la matière. Et le deuxième, vous évoquez le Fabriquer France. Nous, on a pointé dans notre rapport une vraie difficulté, une vraie lacune, c'est la commande publique. Dans les autres pays européens, la commande publique est davantage mobilisée dans la production locale. On a évoqué j'y vois plusieurs raisons. Déjà, des adjudicataires beaucoup trop nombreux. 135 000 pouvoirs adjudicataires en France contre 30 000 en Allemagne et 3 500 en Italie. Donc, forcément, une difficulté à porter une stratégie. Et puis, le délit aussi de favoritisme qui est complètement une spécificité française et qui, j'allais dire, encourage à être davantage juriste quand on est acheteur public plutôt que de fins connaisseurs des produits que l'on achète. Et donc, ça ne permet pas toujours une stratégie permettant de favoriser le local et d'être très pointu sur le cahier des charges. Voilà, Monsieur le Ministre, pour cette première série de questions. Merci pour ces questions. Donc, Madame la sénatrice Sylviane Noël, pour ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour par la DGFiP, ce n'est pas une priorité, selon moi. La concertation autour de la taxe de séjour qui sera lancée prochainement sera l'occasion d'évoquer cette suggestion avec les élus locaux. Honnêtement, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Après, c'est plus une question d'emploi administratif. Parce que la DGFiP, si elle faisait ça, elle le ferait pour le compte de... Donc, mais bon, je comprends que ce qui reste à proximité, parfois, ça peut sembler mieux contrôlé. Donc, en tous les cas, pas de changement pour ce qui me concerne. Pour Atout France, donc c'est un opérateur de l'État qui est financé en partie par le programme budgétaire 134, donc c'est 23 millions d'euros de subventions à charge pour le service public pour 2026. Donc il est en baisse par rapport à 2025. Et je crois savoir aussi que le directeur général a été changé et qu'on a maintenant un directeur général auprès d'Atout France qui est beaucoup plus efficace. En tous les cas, j'ai participé à leur réunion et j'ai pu en juger. Donc c'est aussi un opérateur hybride illustrant le partenariat public-privé au service de l'économie du tourisme. Notamment, c'est lui qui délivre les étoiles pour les hôtels. Donc, il fait un travail de ce point de vue-là qui est quand même intéressant pour le tourisme.
Il est aujourd'hui appelé à faire évoluer son modèle pour répondre à un double impératif de soutenabilité financière, s'il y a quand même un budget, et de repositionnement stratégique de son action. Et c'est la mission qui a été confiée à ce nouveau directeur général. Voilà. Pour ce qui concerne l'ESS, alors, monsieur le sénateur Michaud, moi je fais partie de l'ESS. Donc j'ai tenu d'ailleurs au passage, quand il s'agit de la distribution un peu des rôles auprès du Premier ministre, c'est moi qui ai demandé à voir. Bon, alors sur les prêts pour la reprise collective, donc j'ai voulu intégrer les acteurs de l'ESS au groupe de travail sur la reprise. Donc c'est en cours de discussion. Nous devons améliorer les dispositifs qui existent, ça c'est sûr. Pour ce qui concerne la partie budget au domaine associatif, vous parlez de la diminution du budget. Parce qu'en fait, l'action 4 du programme 305, ça représente moins de 20 millions d'euros sur les 16 milliards. C'est quand même. Sur les 16 milliards, c'est accordé, c'est quand même pas rien, par l'État aux acteurs de l'ESS. Et monsieur le sénateur, sur cette partie des 20 millions, quand il y a eu les débats au Sénat, le choix a été fait de ne pas augmenter cette ligne budgétaire. Voilà. Donc, je comprends que vous le regrettiez. Je comprends. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, je n'ai pas, puisque ça fera partie du point 2 du PLF, je n'ai pas encore tous les tenants et aboutissants des arbitrages concernant. Moi, si vous voulez, mon avis personnel en tant que ministre de l'ESS, chargé de l'ESS, mais je serai solidaire, bien sûr, du gouvernement, quoi qu'il arrive, mais je serais plutôt favorable, évidemment, à ce qu'il n'y ait pas de diminution de ce budget aux associations, d'autant que, eu égard aux 16 milliards, il ne représente pas une somme importante. Mais enfin bon, il n'a pas échappé. Oui, bon, il faut trouver des économies, donc c'est dans tous les secteurs. Hein. Donc voilà, monsieur le sénateur, où nous en sommes pour cette partie. Alors, voilà. La taxe petit colis. Voilà. Monsieur le sénateur Ménonville. Alors, aujourd'hui, on est à 5 €, comme je vous l'ai dit, hein, puisqu'on a les 2 € au titre de la gestion qui sont votés par la France et qui vont être appliqués par d'autres pays, d'ailleurs, hein, puisque beaucoup de pays vont 2 € hein, par catégorie de produits. Bon, c'est déclaratif. Hein. Non, mais le problème, c'est que de toute façon, on ne peut pas mettre un douanier derrière chaque colis. Vous savez combien de temps il a fallu pour contrôler un avion quand on a voulu se rendre compte ? 1 mois. Moi, j'ai vu comment je suis allé à Roissy, j'ai vu comment ils ouvraient les colis. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les ouvrir de manière aléatoire. Et donc après, on peut remonter. C'est ce qu'on va faire. Hein. Et on va mettre, on va renforcer les contrôles. On va renforcer les contrôles, c'est sûr. Et puis en plus, on les renforce en coordination au niveau de l'Europe. Mais on va voir parce que ça... Ah bah oui, c'est pour ça que moi je voudrais que les sanctions elles viennent potentiellement au niveau de la DGCCRF. Je rappelle quand même qu'ils ont 40 millions au titre de la DGCCRF et ils ont 150 millions au titre du non-respect des données par la CNIL. C'est-à-dire Chine a pour l'instant 190 millions. Voilà. Finir par quand même se voir. Hein. Donc plus 3 € au titre des douanes au niveau de l'Europe. Ça, c'est voté par l'Europe. Et donc, c'est bien 5 € puisque ça se cumule. C'est bien 5 € qu'on aura dès le mois de juillet. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va quand même se voir. Hein. Même on fera des contrôles. Je peux vous dire, la DGCCRF est en train aussi de se réorganiser pour prioriser ces contrôles à ce niveau-là. Alors, pour ce qui concerne... Alors, la commande publique, oui.
Alors, pour ce qui concerne le Made in France accessible, d'abord, je salue votre rapport sur le fabriqué en France qui a fait date, hein, et je vous remercie. Et je crois que nous devons mettre ce sujet au cœur de notre politique économique. Et c'est pourquoi, moi, que je me bats pour valoriser ce Made in France accessible. Je voudrais d'ailleurs que dans le salon du Made in France, qui va se tenir l'année prochaine, qui a battu tous ses records cette année, 120 000, je crois, entrées, il faudra qu'on mette sans doute un peu en avant le Made in France du quotidien. Parce qu'on a du beau Made in France, du beau savoir-faire, etc. Et c'est bien. On a la chance. Puis alors, le Made in France, dans le luxe, on a des champions. Mais sur le quotidien, ça reste encore à démontrer. C'est l'économie qui vous tient à cœur. Plus c'est l'économie de proximité. Donc, c'est l'économie des territoires. Vraiment. Pour la commande publique, donc, qui est fabriquée en France, c'est 170 milliards par an. Même pas rien. 60% sont des PME. Et en effet, il faut favoriser l'achat local et français. Il n'y a pas de raison qu'on ait tout ce débat là, et puis qu'après, derrière, les acheteurs des commandes publiques, au motif parfois d'appel d'offres, donnent la préférence des entreprises étrangères. Parce que franchement, c'est derrière, c'est de la cotisation, c'est des retraites, tout est lié. Donc il faut le regarder aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais voir, moi, personnellement, certains acteurs des commandes publiques, y compris, je dois rencontrer le commissaire de l'armée, là-dessus, qui fait des grosses commandes publiques aussi, voilà, pour essayer de les sensibiliser. Donc alors, pour être complètement raccord, il faut modifier le droit français et surtout le droit européen, qui pose problème. Donc c'est une révision des PJL simplification, plus les textes de l'Union européenne. D'ailleurs, la révision des textes européens en la matière, elle débute cette année. Donc on va y être très, très attentif. Et moi, je voulais vous remercier encore une fois pour votre rapport, monsieur le sénateur, parce que, évidemment, c'est nous donner beaucoup de soutien et de légitimité. Merci. Nous passons à une autre série de questions avec Daniel Laurent. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, dans ce climat de morosité et d'instabilité politique prolongée, l'incertitude budgétaire et réglementaire pèse sur les décisions d'investissement dans les entreprises. Dans ce contexte, des attentes essentielles remontent du terrain. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. La visibilité et la prévisibilité des cadres fiscaux et réglementaires et le soutien à la croissance des petites et moyennes entreprises qui restent prudentes mais désireuses d'investir dès qu'elles percevront des signaux clairs. Deux souhaits principaux, et vous les avez abordés, mais ils sont tellement importants. Assouplir les réglementations et les normes. Je crois que ça, c'est le vœu principal de toutes les entreprises, petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, comment le gouvernement entend garantir le maintien des moyens du réseau consulaire, en particulier la TCCI, à 525 millions d'euros, afin de restaurer la confiance des chefs d'entreprise et d'éviter que l'incertitude ne devienne un frein durable à l'investissement, à l'emploi et à la compétitivité de nos territoires. Les CCI ont besoin de cette ressource à l'heure où nos territoires connaissent malheureusement un record de défaillance d'entreprises et une augmentation de près de 15% du nombre d'ouvertures de procédures auprès des tribunaux de commerce de mon département, que vous connaissez bien, et ce qui est un chiffre qui a terriblement Combien monté. le chiffre, pardon, excusez-moi, monsieur le sénateur. 15% du nombre d'ouvertures des procédures, devant une augmentation de près de 15% du nombre des procédures en Charente-Maritime. Merci de votre réponse. Merci Daniel. Philippe Grosvalet. C'est la Loire-Atlantique. Même motif, je ne dirais pas même punition, monsieur le ministre. Vous avez parlé de Machecou, juste donc de la Loire-Atlantique. Juste pour votre information, en son temps, c'est parce que le département de Loire-Atlantique a racheté l'usine de Machecou que cette entreprise a pu survivre et ensuite entrer dans le giron d'Intersport et être aujourd'hui le fleuron qu'elle est du Made in France et de plus grand assembleur de vélos. D'ailleurs, j'avais visité en son temps avec le ministre Montebourg cette belle usine.
Mais je voudrais vous parler de la Loire-Atlantique pour le même thème que vient d'évoquer mon collègue, puisque les commissaires ici ne le savent peut-être pas, mais vous avez obtenu et commencé votre brillante carrière dans le commerce sur les bancs de la Chambre de commerce et d'industrie en obtenant un BEP, monsieur le ministre. Si mes informations sont bonnes. Voilà, alors évidemment, tenant compte de cette histoire et de cette proximité géographique, au moment où, en Loire-Atlantique, dans mon département, j'abonde aux chiffres qui viennent d'être évoqués, plus, dans les 9 premiers mois de 2025, plus 75% de défaillances d'entreprises. Quand on sait combien la survie des entreprises est liée aussi à l'accompagnement et à la formation, monsieur le ministre, alors voilà, la question va être simple, serez-vous, après tous ces atermoiements, les engagements qui ont été pris, les deals qui n'ont pas été tenus avec nos consulaires, Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi Chambre des métiers et de l'artisanat, serez-vous le ministre qui donnera de la perspective à ces consulaires dont on connaît l'utilité sur nos territoires, ou bien celui qui assistera à leur mort lente? Marie-Lise Housseau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur 2 dossiers, l'apprentissage et le guichet unique INPI. Concernant l'apprentissage, tous les gouvernements disent qu'ils soutiennent l'apprentissage et veulent le développer, mais les revirements sont constants et génèrent une insécurité à la fois sur les contrats, sur les budgets, autant des entreprises que des CFA. L'aide aux entreprises est désormais, depuis le 1er janvier, ciblée sur les entreprises de moins de 250 salariés et sur les niveaux 3 et 4. Les niveaux ingénieurs sont exclus, mais aussi les BTS et les brevets de maîtrise. Or, les brevets de maîtrise, comme la coiffure et la boulangerie, sont indispensables. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de difficultés pour la transmission des boulangeries. S'ils ne peuvent plus avoir d'apprentis, ça va devenir catastrophique. Donc, je voulais savoir si vous pouviez me confirmer ce cadrage, me dire que le calendrier de versement sera sécurisé sans le remettre en cause rétroactivement, et si on ne pourrait pas réintégrer les brevets de maîtrise. Et la deuxième question, c'est le guichet unique INPI. C'est un peu comme la taxe de séjour, ça marchait très bien avant. Et maintenant que c'est centralisé, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très, très insatisfaisant. Il y a des ralentissements, des blocages récurrents, il y a des angles morts sur la vérification des qualifications. À titre d'exemple, je suis maçon, je m'inscris, je dis que je suis profession libérale et je n'ai même pas besoin de donner ma qualification. Donc après, quand il y a des vérifications, ça devient complètement impossible. Alors je voulais vous demander quand est-ce qu'on aura un outil INPI efficace et qui puisse être consulté par les CCI et par les chambres de métiers en toute confiance. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Ministre, une nouvelle série de questions. Les CCI et puis l'INPI et l'apprentissage. Bien. Alors, pour la question du sénateur Laurent, c'est vrai qu'il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise. Pour cela, il faut un budget. On a besoin de stabilité. Donc, la balle est... C'est vrai. Non, mais c'est des habitudes rhétoriques. Hein. Alors, non, mais il y a le budget qui est proposé donc au vote à l'Assemblée. C'est un budget qui favorise l'économie de proximité, puisqu'il a isopérimètre sur toute la partie PME, TPE et ETI. Il y a une continuité de l'effort qui est demandé aux très grandes entreprises, puisque c'est à peu près 320 entreprises qui sont concernées par l'augmentation de la taxe sur l'IS. Et donc, par contre, l'économie, enfin les entreprises qui dépendent de mon périmètre ne sont pas touchées. Donc, c'est clairement cette catégorie d'entreprises qui sont préservées, de même que les ménages sont préservés, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il n'y aura pas d'augmentation ni sur les ménages, ni sur les retraités, et que la jeunesse aussi sera favorisée. Et je crois que c'est un budget qui... moi, je me sens... J'ai une conscience économique forte. Ça a toujours... J'ai été chef d'entreprise toute ma vie. Mais en tant que
ministre, j'ai un devoir sur l'intérêt général. Et très honnêtement, je me sens à l'aise avec ce budget qui est évidemment imparfait, bien sûr. Il est issu de médiation. C'est un compromis. Mais tel qu'il ressort, je ne me sens pas mal à l'aise parce qu'il favorise cette économie qui est l'économie du quotidien. Pour ce qui concerne, et donc, il est de nature à donner une forme de confiance. Pour ce qui concerne les défaillances. Alors, les défaillances d'entreprise, bon, d'abord, on est toujours quand même un peu en effet de bord de sortie du PGE. Là, on arrive au bout, mais c'est voilà, bon, quand même encore présent, puisque les PGE ont permis à beaucoup d'entreprises qui auraient sans doute dû avoir des défaillances plus vite. Ça leur a donné des filets de sécurité, mais l'effet boomerang. Hein. Deuxièmement, on a, avec la micro-entreprise, il faut que vous en teniez compte, on a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui arrêtent et qui faussent un peu les statistiques. On est en train de le regarder. J'ai demandé les services de Bercy sont en train de regarder ça. Parce que je vous signale aussi au passage, oui, c'est auto-entrepreneur, mais je vous signale au passage que ça joue sur le manque de... Bon, c'est à vérifier, hein, je parle de conditions, mais il est probable que ça joue avec les prévisions de TVA, puisque, oui, parce qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA. Et comme il y en a de plus en plus qui se créent, qui se ferment, bon, donc ça fausse un peu les statistiques. Et après, comme je vous le disais, monsieur le sénateur Laurent, on va... moi, je pense que ce que vous avez proposé sur le déplafonnement des sanctions pour non-respect des délais de paiement, ça va être au plan de la trésorerie des entreprises, quelque chose qui va être de nature à consolider des entreprises qui défaillent pour des questions de trésorerie. Et ça, il faut qu'on y remédie très vite. C'est pas rien, hein, 20 000 entreprises. Malgré tout ça, monsieur le sénateur, le solde est positif. Entre les créations et les fermetures, on a quand même un solde positif. Pour les CCI, alors, bon, le premier budget était sur, je regarde les conseillers autour, c'était 235 millions. 232 millions, pas dire. Donc, 232 millions entre la CCI et la CMA. Moi, évidemment, je ne suis pas à l'aise. Hein. J'ai pris ce ministère, il y a 3 mois, j'avais ça sur mon bureau. Hein. Bon, évidemment, on avait commencé à discuter. Je pense que vous avez eu des discussions de ce côté-là. Là, on est sur un budget, qui va être une rétention, si on peut dire, budgétaire, qui est de 55. C'est en cours de... C'est en cours. Cours d'arbitrage, c'est ça ? Cours d'arbitrage, mais qui est beaucoup plus faible. Qui correspond à ce que, quand j'ai eu les discussions avec les présidents de la CMA, et d'ailleurs c'est marrant, j'ai vu pendant que je vous parlais que M. Joël Fourny m'appelait. Et c'est ce que j'imaginais, parce qu'il faut qu'on fasse un travail d'optimisation. J'avais bien aimé la discussion que j'avais pu avoir avec la Fédération du bâtiment dans ce domaine. Il y en a un qui a dit qu'il faudrait qu'on fasse maison commune et chambre à part pour optimiser les coûts. Et on le peut, parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs, quand on regarde, j'ai quand même regardé un petit peu, on a des recoupements entre ces chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture, ADEME, région, BPI. Donc il faut qu'on optimise, il faut qu'on fasse des économies. Donc j'attends les arbitrages. Ils seront beaucoup plus conformes à des choses réalistes. Ce sera des compromis réalistes. Et après, je vais discuter avec les présidents et puis voir comment on enclenche ce travail d'optimisation qui me paraît, compte tenu de ce que j'entends là actuellement des budgets, ce qui me paraît plus approprié. Et en effet, je suis attaché
monsieur le sénateur à la Chambre de commerce, parce que j'avais fait en 6 mois une formation de chef de rayon à la Chambre de commerce de Nantes, ce qui m'avait permis de trouver mon premier emploi. Bien sûr, mais comment pourrais-je, en tant que ministre du Commerce, être contre les chambres de commerce? Bien sûr que non. Voilà. L'apprentissage peut-être. Ah, pardon, l'apprentissage, j'oubliais là. Oui. Alors, hein. non, mais pardon. Excusez-moi, madame la sénatrice Housseau. Alors, l'apprentissage, ça reste une priorité. Et ça restera une priorité. À ce jour, donc, l'aide est réservée aux entreprises, donc et de moins de 250 salariés pour l'embauche d'un apprenti préparant une certification reconnue de niveau 3 et 4 de qualification. Le montant de l'aide est donc maintenu à 5 000 € pour la seule première année du contrat. Lorsque nous disposerons d'un budget pour 2026, un décret viendra officialiser de nouvelles modalités et définir les nouveaux paramètres de l'aide. Mais le gouvernement est très attentif à l'apprentissage et ne veut pas en modifier l'essentiel. Il est primordial de trouver le bon curseur de l'aide afin de soutenir les jeunes apprentis ainsi que les TPE et PME qui en ont le plus besoin et de préserver le cœur de l'apprentissage. Le ministre du Travail devrait faire des annonces prochainement à ce sujet. Et moi, évidemment, pour les métiers, je pense notamment aux métiers de bouche, évidemment, je suis très attentif au maintien de l'apprentissage. Mais, excusez-moi, mais les brevets de maîtrise... On ne répond pas parce que sinon on n'arrivera pas. Hein. On ne fait pas de l'interactif. Désolé. Pardon. Alors, pour l'INPI, donc il y a eu des difficultés sur le guichet unique. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Nous avons lancé des améliorations continues et ça avance. Je veux dire, je vois les services de la DGE, on en parle à chaque fois, sur l'ergonomie, sur les process et les validations de dossiers. Et donc, je pense que ça va être efficace. Mais il faut un petit peu de temps de mise en route, vraiment. Et donc, les services de l'INPI et de la DGE sont mobilisés et j'espère qu'à la prochaine audition, on aura des bonnes nouvelles de ce côté-là. Nous espérons aussi parce que ça fait un petit moment qu'on parle de cette problématique du guichet. Ah oui, oui, on réduit les stocks de dossiers depuis 30 jours. Donc, voilà, les stocks diminuent et on engage une revue des pratiques des valideurs des dossiers, notamment les greffiers, pour aboutir à une meilleure harmonisation des traitements. Hein. Et évidemment, on améliore aussi l'ergonomie des plateformes. Donc, je suis assez optimiste. Moi, c'est quelque chose, je l'ai dans ma to-do list. Et à chaque fois que j'ai la DGE, je dis, bon, alors, où est-ce qu'on en est sur le guichet unique? Merci. Je demande à nos collègues de bien vouloir être le plus concis possible, parce que sinon, on n'arrivera pas à passer toutes les questions avec Monsieur le ministre. Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, des sujets qui viennent d'être abordés, mais périphériquement. Dans les PME, aujourd'hui comme dans l'artisanat, la question des compétences, c'est un sujet central depuis déjà de nombreuses années. Qu'il s'agisse de formation initiale, relation avec les établissements de formation, quel que soit le niveau, du niveau infra au niveau supérieur. Formation continue, apprentissage, ça vient d'être traité, mais ou aussi recours à l'immigration professionnelle. Quelles actions ciblées sont prévues pour la valorisation des métiers et les liens formation-emploi pour répondre à cette crise de recrutement. Et j'aurais une question complémentaire concernant la transmission et la reprise d'entreprise. Vous avez évoqué la création d'une mission, mais bon, c'est assez vague, hein, une mission, quels sont les objectifs qui lui sont assignés. En particulier, vous avez évoqué les territoires de centre-ville, mais il n'y a pas que ceux-ci. Il y a aussi les territoires ruraux dans lesquels les entreprises artisanales, les PME sont vraiment des poumons économiques. Et lorsque... Vous parlez du commerce plutôt ou au niveau des territoires ruraux? Les deux, parce que on est concerné par parler de deux sujets. Y a-t-il des mesures spécifiques qui vont être proposées pour éviter ces déserts industriels et artisanaux qui feraient suite aux déserts médicaux, donc ce dont on n'a vraiment pas besoin dans nos territoires? Merci. Henri Cabanel. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler des auto-entrepreneurs. Effectivement, vous l'avez un petit peu évoqué et j'aurais aimé savoir effectivement quelle était la durée de vie à peu près
d'un auto-entrepreneur entre sa création et effectivement les fermetures, et le fait de savoir, parce qu'il me semblait, moi, que cet outil qui est tout à fait probant était quelque chose qui était un marchepied, effectivement, pour pouvoir commencer en auto-entrepreneur, pour pouvoir après franchir le pas d'une entreprise individuelle. Sachant, et c'est pour ça qu'il me semble que ça devrait être limité dans la durée, donc qu'en pensez-vous? Et parce que effectivement, franchir le pas avec donc tous les avantages qu'ils peuvent avoir, ça pose problème avec les toutes petites entreprises qui ne sont pas compétitives au niveau donc. Et c'est une sorte aussi de lutter contre le travail dissimulé, parce que ne nous cachons pas la vérité. À un moment donné, il faut en parler, même si ça vexe un peu, mais la réalité, elle est ainsi. Donc, est-ce que vous avez effectivement prévu d'évaluer ce système pour pouvoir effectivement le changer si besoin en est? Merci Henri. Jean-Luc Brault. Jean-Luc, ton micro. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat des salariés. Ce qui est important, je pense que le gouvernement devrait insister sur ce sujet-là, sur l'intéressement, la participation, mais l'abondement. Parce que l'abondement, ça leur permettra demain matin d'avoir une retraite bien meilleure. Et enfin, ma question est très courte. Comment pourriez-vous, vous connaissez bien la grande distribution, nous aider dans nos territoires ruraux pour qu'on ne perde pas nos boulangeries, nos boucheries? C'est un véritable drame. Dans une commune de 4500 habitants, on va avoir plus qu'un boulanger quand il y en avait 4. On n'aura plus de boucher ni charcutier dans peu de temps. La grande distribution, c'est un hypermarché à côté de chez nous, même dans une commune de 4000 habitants, et ça nous enlève tous nos commerçants du centre-ville. Comment la grande distribution pourrait nous aider? C'est pas facile, certainement, mais comment pourrait-il nous aider? Voilà, monsieur le ministre, c'est à vous. Pour ce qui concerne la mission reprise, c'était Monsieur. Voilà. Donc il y a 3 enjeux. C'est la souveraineté, l'aménagement du territoire et la transmission des compétences. Et donc je voudrais lever les freins réglementaires. Et je pense qu'il faut avancer sur le financement, sur les financements. Et donc je proposerai des solutions dans les prochaines semaines. Je n'ai pas là tous les éléments de réponse, mais je vous ferai des propositions de ce point de vue-là. Il y avait dans votre question aussi, dans la partie complémentaire à l'apprentissage, moi je crois beaucoup aussi, et ça fonctionne bien, à l'alternance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Les entreprises sont intéressées, même si d'ailleurs ce sont souvent elles maintenant qui financent l'alternance. Mais c'est quelque chose qui marche bien, les compétences par l'alternance. Puis vous avez parlé de l'immigration. Alors je suis très prudent avec ce sujet, mais j'ai eu des discussions avec les restaurateurs, j'ai eu des discussions avec les boulangers notamment. Il faudra quand même qu'un jour on ait ce débat, qui ne soit pas simplement dans la radicalité des propos. Et je comprends toutes les difficultés, mais il y aura, les boulangers me disent qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui de jeunes qui sont intéressés à ce métier. J'étais en réunion avec le président de la fédération en Île-de-France, fédération nationale, et ils disent comment on pourrait intégrer, mais de façon légale et formée, des jeunes qui sont peut-être aussi issus de l'immigration. Je sais que c'est un sujet pour lequel il faut être très prudent, mais j'ai beaucoup de demandes, je ne fais qu'être un peu à l'écoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de métiers en tension. Donc il faut avoir beaucoup de discernement par rapport à tout ça. C'était pour répondre, puisque vous avez utilisé ce mot. Dans les territoires ruraux, donc il existe, alors ça c'est sur le commerce en zone rurale. Alors, je suis sur le sujet. Donc j'aurai des propositions à faire
en relation avec Michel Fournier et Françoise Gattel vers le mois de mars. On est sur un spectre de possibilités qui sont intéressantes. Je vais d'ailleurs sans doute aller inaugurer, il est parti, le sénateur des Charentes-Maritimes, bon, à Loumeau, à côté de La Rochelle, un petit magasin Point Cop qui va ouvrir dans un petit village. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, la grande distribution, ou du moins les commerces de première proximité, ils ont une réponse qu'ils n'avaient pas il y a quelque temps. Donc on a par exemple des épiceries qui peuvent, avec des enseignes comme Vivalt, comme Point Cop, comme Coccinelle, qui peuvent ouvrir à partir de 300 ou 400 000 euros pour faire vivre une personne ou un couple. Et donc ça fonctionne. Ça sera à peu près 10% plus cher qu'à l'hypermarché du coin. Mais en tous les cas, ça sera une réponse de proximité et tout à fait acceptable. Donc j'y travaille. Et de la même manière, il faut aussi qu'on regarde la reprise, notamment les boulangeries, parce que c'est le problème des boulangeries dans les zones rurales, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de jeunes repreneurs. C'est combien une boulangerie dans une zone rurale? Autrefois, une boulangerie, c'était 100% du chiffre d'affaires que ça se revendait. Maintenant, on est à 20% dans certains endroits. Et attendez, tenez-vous bien. Moi, l'autre jour, je discute avec un jeune. 25 ans. 25 ans, il est boulanger. Il veut reprendre une boulangerie à 50% du chiffre qui fait 600 000 euros. Donc, il va la payer 300 000. L'équipement est correct, il va peut-être investir 50 000 euros. Il a un business plan nickel. Pas de risque. Il ne trouve pas à 25 ans de banque pour le suivre. J'ai vu les banquiers, je leur ai expliqué. Je suis allé voir la Fédération nationale des banques. Je dis, mais attendez, faites quoi? C'est pas normal quand même. Donc, vous voyez, le sujet, c'est... Ah non, mais on a un boulot à faire de ce point de vue-là. Parce qu'il y a quand même des jeunes qui veulent reprendre. Mais il faut les appuyer, il faut les aider. Et donc, et alors, le boulanger, c'est souvent le dernier commerce, les zones rurales. Alors, ce qu'on est en train de regarder, là, avec un travail spécifique, c'est comment on peut aider les boulangeries à faire un petit shop à l'intérieur pour vendre un peu d'épicerie, donc pour être multi-activité. Et puis, on a un dispositif quand il n'y a plus rien, là du coup, mais il faut que ça soit de l'aide, carrément, qui soit, et avec des bénévoles, où on peut, quand il y a 300 habitants dans le village, peut-être avoir quand même une réponse. Donc il y a un spectre assez large qui va d'une implication des mairies pour le taux d'effort égal à 0 et dans des tout petits villages où on peut faire quelque chose, jusqu'à des commerces de proximité où on peut faire vivre un couple. Et donc on est en train de regarder tout ce spectre. On va avoir des implications. J'ai même un groupement, un GIP là, qui va nous aider, un groupement d'intérêt public. Voilà, je cherchais. Donc il va nous aider et on fera une proposition de concert avec le ministre de la Ruralité vers le printemps. Voilà. Alors sur les auto-entrepreneurs, gros sujet. Bon, il y a un débat sur la franchise en base de TVA. Donc il y a une nouvelle mission IGF-IGAS qui est en cours pour reposer les questions que vous mentionnez. Je suis très prudent parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Moi, j'ai défendu la position du gouvernement au banc. Le Sénat a voulu, avec des arguments qui sont les siens, et il n'y a surtout aucun reproche dans mes propos, donc a maintenu la franchise de TVA jusqu'à 85 000 euros. J'avais une demande du bâtiment à 25 000 euros. Nous sommes aujourd'hui à 37 de mémoire, sachant que par exemple des pays autour sont à 0.
Donc, c'est un sujet, il y a une complémentarité des différents statuts, donc surtout pas d'affrontement par rapport à ça. Il faut essayer d'avoir là aussi le discernement. Et on pourra se revoir, je vous propose qu'on se revoie à ce sujet. Oui, je suis ouvert à la discussion sur ce sujet dans un autre cadre. On a eu énormément de lobbying là-dessus. Alors, j'avais l'abondement. J'avais l'abondement. Pardon d'être un peu long. Donc moi, je crois au partage de la valeur. Voilà. Donc j'ai proposé le déblocage exceptionnel des plans d'épargne entreprise. Bon, voilà, j'espère qu'on va y arriver. Il faut continuer sur ce partage de la valeur et j'aurai d'ailleurs à cœur en 2026 de lancer ce débat pour un capitalisme plus social, plus partageur. Il ne faut pas avoir peur des mots. On a un changement d'époque de ce côté-là. Il faudra qu'on aille. Beaucoup d'entreprises, de belles entreprises, sont sur le dividende salarié, sont sur l'actionnariat salarié. Il y a beaucoup d'ouverture. Donc c'est intéressant. On va être aussi dans ce cadre-là. Et puis il faut surtout aussi diffuser au sein des TPE les accords de branche. Voilà. merci. Alors, on passe à Daniel Grémillet. Daniel. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. 3 questions. La première, vous avez parlé du secteur laitier et effectivement, conduisant avec ma collègue Anne-Catherine Loisier les suivis de la loi Egalim, j'ai des chiffres un peu différents des vôtres, puisque la moyenne sur un an entre la France sur le lait et l'Allemagne, en France, c'était 469 € les 1000 litres et l'Allemagne, 516 € les 1000 litres. Et pour l'Union européenne, 527 les 1000 litres. Ça, c'était sur la moyenne sur un an, pris au mois d'octobre. Alors, certes, effectivement, et ces autres pays sans loi Egalim, je le précise quand même. Ma première question qui découle, alors c'est vrai qu'on peut avoir, puisqu'on a un schéma très différent, vous avez cité le chiffre des prix du lait à l'heure actuelle en Allemagne. Mais les prix que je viens de vous donner, ils ont même monté à un différentiel de plus de 100 € les 1000 litres depuis la période de la crise Covid. Donc, de temps en temps, il y a un yo-yo, ce qui va se passer au début de l'année, mais globalement, on est largement derrière. Ma question, c'est comment pouvons-nous arriver à résoudre ce que vous avez à juste titre évoqué, robotique, modernisation, automatisation, quand on voit les difficultés répercuter il y a sancturation de la MPA, mais la MPI, la matière industrielle, c'est un peu plus compliqué. Et quelle est votre position et comment voyez-vous aussi les négociations commerciales avec la centrale européenne, les centrales européennes? Là, il y a un vrai problème, y compris pour les négociations commerciales de 2026. Avec une surtout. Et puis, ma dernière question, qui est vraie pour l'alimentaire. On a aujourd'hui, en 50 ans, c'est la première fois que la balance commerciale agroalimentaire était en déficit. Et on s'aperçoit, Monsieur le Ministre, que les produits, que la France n'est plus capable de nourrir tous les Français. C'est-à-dire que là, il faut avoir des prix très bas, on n'est plus capable de produire des prix très bas. Donc, quelle est là aussi, comment vous voyez, la capacité de la France à retrouver une capacité à produire pour tous les Français? Et je termine sur l'exemple de l'électroménager. Moi, j'ai été surpris avec la disparition de Brandt, notamment. Je dis ça parce qu'on n'a plus rien chez nous. Et comment voyez-vous la capacité française à produire de l'électroménager pour tous les Français? Quand je dis tous les Français, j'ai entendu votre collègue ministre dire qu'il faudra se résoudre à se dire qu'on ne pourra produire que le haut de gamme, donc pour une catégorie de Français. Mais ce n'est pas une réponse. Si on a une ambition française, comment pouvons-nous retrouver une capacité industrielle, y compris pour les petites entreprises, pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles françaises? Merci Daniel. Annick Jacquemet. Annick. Merci Présidente. Monsieur le Ministre, moi je voulais
petite question. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation permet un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat pour une prestation de service ou à compter de la livraison du bien pour une vente de produits. Par contre, cette loi n'est pas applicable en cas de vente dans une foire ou un salon. Il n'y a pas de droit de rétractation possible. Est-ce que vous seriez favorable à l'évolution et permettre justement aux achats dans les salons d'avoir aussi, aux acheteurs d'avoir aussi un droit de rétractation? Merci. Merci. Marie-Pierre Bessinguerin. Marie-Pierre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'été dernier, il y a eu des mesures qui ont été annoncées concernant la revitalisation des centres-villes. Et je voudrais savoir où en est l'application de ces mesures. Voilà, Monsieur le Ministre, de nouveau, c'est à vous. Alors, pour ce qui concerne Egalim, alors c'est vrai que dans notre dispositif, on a un frein à la hausse et à la baisse par rapport au cours. Je pense au cours du lait. Là, les chiffres que je vous ai cités, c'est les chiffres que je tiens là récemment. Donc l'Allemagne est... Oui, du mois de janvier. Alors, il faut... là, Egalim, c'est une bonne loi, puisque à partir des coûts de production, elle valorise la marche en avant. Donc, on détermine le prix de la MPA qui est sanctuarisé et à partir d'indicateurs de coûts de production. Et donc, ça doit être respecté dans les négos. Et du coup, si cette loi est appliquée, ça protège. Ça protège avec évidemment l'achat français, de lait français qui va de pair avec. Et moi, dans la charte, on a aussi mis l'origine France comme un élément qui faisait partie des négociations d'une préférence, on va dire, d'un patriotisme français. Et la grande distribution, là-dessus, je vérifie, il n'y a pas trop d'écart. Pour ce qui concerne les MPI, donc là, c'est plus compliqué, en effet, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu la tranche de jambon dans le sandwich. On ne s'en sortira, alors par expérience là-dessus, on ne s'en sortira que par la pluriannualité. Si on reste toujours dans ce rapport de force, je l'avais dit, moi, dans mon rapport Egalim, c'était le point 8. Avec Julien de Normandie, à l'époque, on était d'accord. Bon, on n'a pas pu, après, aller sur ce terrain-là. Je ne sais plus qui avait été nommé. Parce qu'en fait, ce n'est pas législatif. Ça serait du niveau réglementaire. On pourrait, toutes les parties prenantes, se mettre d'accord pour négocier à partir de contrats tripartites. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une négociation pour qu'il y ait un meilleur respect, notamment des transformateurs, qu'on ait des accords tripartites pluriannuels comme les accords qui sont ceux de la MDD. Pas compliqué. Voilà, les marques distributeurs, elles fonctionnent comme ça. Mais ce qui fonctionne bien pour les marques distributeurs, on pourrait le faire pour les marques nationales, surtout pour les PME. Parce qu'à la limite, pour les très grands groupes, ils sont entre très grands. Bon, c'est pas... Voilà. Pour ce qui concerne... Donc, j'espère, moi, je vais faire tout pour qu'on pluriannualise les accords. C'est ce qui se passe dans les autres pays. Il n'y a que la France où on est comme ça dans un espèce de rapport de force qui est un peu la loi du plus fort, il faut bien le dire, dans ces négos annuels. Pour ce qui concerne les centrales européennes, je ne vous parlerai pas d'Evrest parce que je suis conflicté, donc je ne peux pas en parler. Je peux vous parler de Concordis, qui est l'alliance Carrefour-U et d'autres pays d'Europe. Ils ont aujourd'hui 40 fournisseurs, pas plus. Ils n'ont aucune PME, aucune ETI, et ils ont même enlevé les laitiers comme Savencia, ils ont enlevé Bonduelle, etc. Donc ils sont vraiment qu'avec Coca-Cola, L'Oréal, etc. Vraiment, ça concerne des grands groupes. Donc moi, je veille à ce que s'il y a des négociations qui sont portées au niveau de l'Europe, et ils ont tous des discussions, ils sont dans le droit européen, mais on a fait signer aussi l'engagement qui est aucune, c'est-à-dire tout ce qui est franco-français n'est pas négocié au niveau de l'Europe. Et ça, j'y regarde, ils se sont engagés, je les ai encore revus là hier et ce matin, ils m'ont assuré, voilà, on a un problème avec une dont je ne peux pas parler, et
J'ai demandé le déport sur Matignon. Et la CCRF contrôle la bonne application aussi des GaLim, si nécessaire, dans les centrales européennes. J'avais sur les délais. Alors, donc GaLim, j'ai répondu. Alors, pour le commerce de centre-ville, Madame Marie-Pierre Bessin-Guérin. Donc, on a un plan d'action. Le plan d'action, il est issu du rapport qui m'a été confié par Dominique Schelcher, Antoine Saint-Oyon et la maire Frédéric Macarez. Donc, ce rapport, il est intéressant. Il donne une place prépondérante aux foncières. Donc, les foncières, ça permet de réguler les loyers. Ça permet, quand il y a un rideau tiré, eh ben de faire du regroupement. C'est-à-dire, il faut se dire que dans les commerces, il y en aura moins, mais mieux. Donc, il faut leur donner plus d'espace. Il y a des besoins nouveaux, hein, de faire venir des artisans dans le centre-ville, de faire venir des tiers-lieux, d'agrandir les pharmacies. Il y a des besoins qui peuvent être accompagnés par ces foncières. Et je le répète, elles sont dotées d'un budget par la Banque des Territoires de 100 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. Et je vois que partout où ces foncières sont activées, ça se passe plutôt bien. Et on a une pérennisation des managers de commerce qui sont utiles aux mairies. On va être à 1000 managers de commerce sans doute dans le courant 2026, là aussi, qui sont cofinancés par la Banque des Territoires et la municipalité. Et donc, il y a la charte aussi ville commerçante. Et je peux vous dire une chose qui est très importante, messieurs les sénateurs, c'est le maire, là où le maire. Parce que quand j'étais avec Frédéric Macarez, j'ai pu voir à Saint-Quentin comment elle travaillait. Il n'y a pas de rideau tiré à Saint-Quentin. Et pourtant, ce n'est pas une ville, forcément, ce n'est pas une ville balnéaire, voilà, qui est dans des difficultés. Mais elle mobilise les services de sa ville. Elle mobilise l'association de commerçants, les agences immobilières, les services de l'État avec la préfète qui était là, la Comcom, etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a un rideau tiré, elle se mobilise. Et elle mobilise les gens. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, il y a une grosse mobilisation. Et il faut sensibiliser aussi, j'en profite pour le dire, parce que souvent, les mairies favorisent les mobilités douces. J'ai rien contre les mobilités douces. Mais si vous piétonnisez une rue sans penser aux accès, il n'y a plus de commerce. Ça, c'est sûr. Donc, non, mais là, il y a une grosse responsabilité. J'ai des discussions là-dessus. Et d'ailleurs, les managers de commerce, ils sont intéressants parce qu'ils sont une interface entre les commerçants et la municipalité. Mais il faut dire, et là, les municipales qui vont venir, moi, je vais essayer de dire, mais l'enjeu du commerce de centre-ville, il est prépondérant. Et il faut faire attention à tous les endroits de ne pas ghettoiser au motif d'une piétonisation mal pensée. Alors, les délais de rétractation, pardon. Donc, il y a une obligation d'affichage dans les foires de l'absence de délai de rétractation. Donc, la DGCCRF contrôle. Ça doit être affiché. Moi, je n'ai pas d'opposition de principe à regarder votre proposition. Vraiment. Il y a des spécificités au salon et aux foires. Alors, avez-vous des problématiques particulières que vous souhaitez remonter à mon cabinet? Je suis ouvert. Je regarde les conseillers aussi. On est ouvert aux propositions là-dessus. Alors, on va prendre les dernières questions parce qu'après, monsieur le ministre doit nous quitter. Donc, rapidement, Daniel Fargeot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, eh bien, écoutez, je voudrais insuffler une note positive dans ce marasme que nous connaissons aujourd'hui. Dans son classement annuel des économies mondiales, The Economist a classé la France en 11e position, devant les États-Unis 17e et l'Allemagne 20e. Cette performance surprend dans un pays où le budget et les finances publiques sont en crise, et pour autant l'économie, elle, se porte bien. D'autres indicateurs, comme le niveau des investissements directs et étrangers, confirment également ces notes positives. Alors je ne vous cache pas que cela peut laisser perplexe sur le rôle du politique dans le domaine économique.
Selon vous, qui assumez récemment de hautes responsabilités politiques et être issu pleinement du monde économique, comment interprétez-vous ces dynamiques contraires? J'aurais également une question plus précise sur les négociations commerciales. Fait inédit cette année, le gouvernement, et par vous, Monsieur le ministre, a insufflé une dynamique afin de créer une charte qui pose les bases de négociations apaisées. À mi-parcours de ces négociations, nous constatons déjà des effets positifs. Que pensez-vous de ce système inédit en Europe de négociations commerciales encadrées par l'État? Merci. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, rapidement 2 questions. Vous l'avez évoqué ce soir, vous avez dernièrement déclaré vouloir autoriser un déblocage anticipé sur 2026 des sommes placées dans le plan d'épargne entreprise au 31 décembre 2025. Pouvez-vous revenir sur cette mesure et la détailler? Une mise en œuvre par décret en Conseil d'État est-elle envisagée et quand? Et ma seconde question portera sur les Outre-mer. Face aux défis économiques et sociaux persistants dans les territoires d'outre-mer, notamment l'élévation du coût de la vie et du chômage, quelles mesures concrètes et ciblées votre ministère envisage-t-il pour soutenir durablement les petites entreprises, renforcer la compétitivité des acteurs économiques ultramarins et améliorer l'attractivité des territoires tout en prenant en compte les spécificités structurelles et les attentes des populations locales? Merci. Pauline Martin. Pauline, le micro. Bon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, extrêmement rapidement, vous avez commencé vos propos par le repas à 1 € dans les universités. Moi j'ai juste une question. Avez-vous mesuré les impacts sur les communes et les campagnes et la campagne des municipales à venir sur ce sujet-là? Et deuxième chose, sur le commerce de centre-ville, je reste quand même persuadée que malgré l'engouement, l'énergie que peuvent mettre les communes et tous les acteurs locaux, le vrai sujet, c'est comment lutter contre les habitudes de consommation des Français qui, finalement, fréquentent de moins en moins nos commerces de centre-ville. On termine avec Micheline Jacques. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, votre ministère embrasse tous les domaines majeurs de l'économie des territoires ultramarins dans leur diversité. Cette économie est constituée majoritairement de TPE et de PME, d'artisanat, du tourisme et sans oublier la problématique du pouvoir d'achat. Nos territoires sont perçus comme des sources de difficultés. Les problèmes évoqués par les collègues y sont exacerbés. Pourtant, note positive, il pourrait être, selon moi, des bases avancées du déploiement du savoir-faire français dans le monde entier, puisqu'ils sont représentés dans tous les océans de la planète. Je vais prendre quelques exemples. L'exemple du yaourt de Guyane. Les Surinamais traversent le fleuve pour venir acheter le yaourt et les produits laitiers à Saint-Laurent-du-Maroni. Les Saint-Luciens viennent au Martinique faire leurs courses, les Dominicains, etc. Et à Saint-Barthélemy, nous avons une clientèle américaine qui adore la gastronomie française, la valorisation de la gastronomie française. Donc j'aurais 2 questions à vous poser. Premièrement, comment intégrez-vous les territoires ultramarins de votre stratégie de déploiement du savoir-faire français ? Dans les négociations commerciales aussi, vous avez évoqué le problème normatif, les problèmes de relations européennes, mais qui sont exacerbés. Et je terminerai, avez-vous une cellule de spécialistes des Outre-mer au sein de votre ministère pour vous accompagner dans ces questions importantes? Voilà, Monsieur le Ministre, les mots de la fin. Ah là là, la question des territoires ultramarins, je connais bien en plus, hein, je connais bien Saint-Laurent-du-Maroni. Je peux peut-être commencer par celle-ci, Madame la sénatrice. Et ça répondra aussi, il y avait une autre question sur les territoires ultramarins, Monsieur le sénateur. Alors, s'agissant de cette question, je suis en relation avec ma collègue ministre des territoires ultramarins sur la question du pouvoir d'achat. Alors moi, je constate depuis de nombreuses années, il faut être conscient de ça. Alors je prends beaucoup de précautions là aussi en vous parlant, on pourra en rediscuter dans un cadre plus bilatéral, si vous le voulez. Parce qu'il y a, on ne peut pas avoir les accords commerciaux métropolitains qui sont reproduits outre-mer. On le pourrait, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'il y a des accords très anciens sur des agents de marque, des importateurs de marque,
dont je tairai les noms, et qui soient en même temps représentants de la grande distribution. Donc ils sont à la fois importateurs, distributeurs, et ils revendent à leurs concurrents. Donc ça pose un problème de déontologie là-dessus. Bon, voilà, personne n'ignore ça. Je pense que ça avait été aussi par le ministre Valls, du coup, ça avait été pointé du doigt. Hein, donc voilà, il faudra regarder ça. Il y a toute une économie, bien sûr, qu'il faut mettre en, comment dirais-je, en gestation, je ne sais pas comment dire, sur la production locale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les territoires ultramarins, le plus possible, ils aient leur autonomie. Ce qui n'est pas simple, parce que, voilà, moi je me souviens, on avait, à l'époque, quand j'y étais, on avait lancé en Martinique un élevage de poules. Bon, mais il n'a pas été pérenne, par exemple. Bon, mais il faut revenir sur ce sujet-là. Il faudrait aussi favoriser la collaboration. Je pense à la Guyane, notamment, avec le Brésil à côté. Ça me paraîtrait, pour les questions du pouvoir d'achat, on est obligé de passer par la DGAL. C'est quand même dingue. Qu'on soit à Saint-Laurent-du-Maroni, on est de l'autre côté du pont au Brésil, et on ne peut pas prendre les poulets sans qu'ils aient l'imprimature des services vétérinaires de Paris. Alors, non mais là, je me situe au niveau du pouvoir d'achat. Hein. Et donc, il y a des choses assez simples comme ça qu'on pourrait faire. Provoquer un mouvement centrifuge de production locale. Donc ça occupe, à l'instar par exemple de ce que fait la Réunion, hein, qui est plutôt exemplaire dans ce domaine. La Nouvelle-Calédonie, bon, je le mets de côté parce que là on est en crise, mais autrement la Nouvelle-Calédonie avait des dispositifs, y compris de protection, à partir du moment où il y avait une production locale. Donc elle disait, bah, il y a la production locale, donc on met une protection, mais elle n'a pas le même statut que par exemple, elle n'est pas département. Donc, mais ça vaut le coup d'y regarder. Regarder les accords commerciaux, bien sûr. Et puis dénoncer ce qui doit l'être. Hein. L'article 14 et 15 du PGL initial propose des règles adaptées à la commande publique aussi, afin de préserver les parts de marché public aussi aux PME locales. Hein. Je le signale parce qu'il y a plusieurs propositions qui me paraissent... Moi, j'aimerais bien les densifier un peu. Je ne sais pas comment, on va voir. On pourrait y travailler. Non, mais je suis ouvert. Bon, alors c'est aussi avec ma collègue. Hein, mais sur la question du pouvoir d'achat, en tous les cas, moi, je suis ouvert aux propositions à partir de ma modeste expérience dans ces territoires-là, que je connais quand même un peu. Voilà. Pour ce qui concerne donc l'outre-mer, j'ai répondu. Oui, le sénateur Fargeau, oui, alors, la confiance, bah oui, alors, l'économie tient bon, monsieur le sénateur. On est... Ah ben non, moi, c'est dommage que j'ai pas le temps, parce que je vous lirai un petit texte, là, que j'ai... non, mais, je sais pas si je vais le retrouver, où, en fait, on est la première destination touristique du monde. On fait 0,9 de croissance, 3 fois l'Allemagne. On a la meilleure inflation contenue. Le pouvoir d'achat a augmenté de 0,8. On est la deuxième nation en dépôt de brevets. On est la nation qui a l'espérance de vie la plus longue. Voilà. Donc, il y a quand même tout ça. Voilà. Et donc, on a une économie qui tient bon. Et je peux vous dire une chose. Si on la libérait, cette économie, eh ben, elle gagnerait l'année prochaine. On fait 2% de croissance. Eh oui. Eh oui, non mais c'est sûr, c'est pas dans cette enceinte que je fais des reproches, hein. Mais il y a parfois un chaos incompréhensible et qui freine, et qui fait qu'on est mal jugé par les marchés aussi. Hein. Parce qu'honnêtement, on n'a pas de raison d'être moins bien jugé que les Allemands de ce point de vue-là. Mais on est mal jugé parce qu'on n'a pas de stabilité. Et vous verrez, je pense, moi, si jamais on amène de la stabilité, on pourrait être jugé mieux par les marchés. Ça nous amènerait un coût, vous savez, parce que le coût du crédit, le coût de la dette, c'est aussi très important.
et le coût de la dette, le coût du crédit qui est celui du pays, c'est celui aussi des entreprises. Et imaginez que la stabilité nous amène un loyer de l'argent un peu plus bas par rapport à notre coût de la dette. L'État va gagner, bien sûr, mais derrière, les entreprises vont payer l'argent moins cher. C'est fantastique si on arrive à ça. Il ne faudrait pas grand-chose. Et la négociation commerciale encadrée par l'État, moi, je voudrais, si on avait un encadrement à suggérer, c'est qu'on déverrouille, ce que je disais tout à l'heure, les accords annuels pour les mettre sur des accords de long terme. Parce qu'on ne pourra pas y arriver. Je vais vous donner un exemple. Je visitais l'usine Yoplait. Yoplait, je pose la question au directeur de l'usine, mais les pots de yaourt, c'est du plastique. Comment on va faire pour respecter la COP 21? On doit décarboner les emballages pour 2050 ou 2040, je ne sais plus. Le gars, il me dit, mais on fera rien du tout. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il faut que je change les chaînes. Moi, je ne changerai pas les chaînes dans des conditions où je n'ai pas de visibilité sur mes accords commerciaux. Ça, c'est assez facile à comprendre quand même. Donc, il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein, alors, le déblocage de l'épargne entreprise, moi, j'y suis évidemment favorable en respectant les équilibres, parce que je n'ignore pas que nous avons 6 000 milliards d'épargne versus 3 milliards de dettes, et que les 6 000 milliards financent quand même pour partie notre dette. Donc il faut faire attention. Mais il y a des paramètres qui vont être discutés là par des parlementaires de l'Assemblée nationale, suite un peu aux propositions qu'on avait faites. Moi, j'aimerais une position équilibrée aux alentours d'une possibilité de 5 000 euros. Voilà, ça sera à peu près comme ça, ce que j'ai dans le viseur, qui serait défiscalisé, bien sûr. Et juste peut-être sur l'impact du repas à 1 euro. Ah, pardon. Mais, Madame la sénatrice... Pardon, oui, en plus, c'est une jolie veste made in France. Ah oui, ça serait bien, il y aura du monde. Il faudrait faire la queue. Et alors, c'est dans les grands centres quand même. On n'a pas de restaurant universitaire dans les zones rurales. Oui, mais ça va faire boule de neige. Non, je crois pas. C'est pour les crus, comment on appelle ça? C'est pour les crousses. Les crousses, ils sont dans les endroits universitaires. Et on est... Oui, mais ça s'oppose pas. Honnêtement, non, mais Bon, on fera le point, mais c'est quand même bien qu'on aide nos jeunes. Non, mais sur le principe. Voilà. Bon. Et je pense que surtout, il faudrait mieux ouvrir les crousses le week-end ou le soir pour qu'ils puissent prendre un repas. Ça serait peut-être plus intéressant. On est d'accord. Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous avoir consacré autant de temps. On a été ravis de vous accueillir. On a bien compris qu'on avait beaucoup de sujets. Vous aviez beaucoup de sujets sur la planche, mais nous aussi. Et donc, une fois le budget adopté, eh bien, écoutez, on échangera de nouveau avec vous et votre cabinet pour avancer sur un certain nombre de sujets. Merci à vous. Merci, Bonne Madame fin de la journée. Présidente. Merci.